Bonsoir ou bonjour, chacune et chacun. Merci de votre fidélité aux émissions de cette chaire électronique Henri Lafontaine, dédiée bien sûr au combat que Henri Lafontaine menait. Et l'essentiel, vous le savez, de sa vie s'est consacré à la problématique de la paix. La paix, il va en être question ce soir avec notre invité Dany Singoma, que je salue. Bonjour Dany. Bonjour. Vous êtes président de la Maison de la laïcité de Kinshasa, comme on peut le lire là. Vous êtes aussi, on dirait même surtout pour l'instant, en charge de la plateforme de coordination de la société civile congolaise. On va y revenir également. Et puis on signale que la Maison de la laïcité de Kinshasa a reçu en 2016 le prix de la Fondation Henri Lafontaine. Qu'est-ce que ça a représenté pour la Maison de la laïcité de Kinshasa, ce prix ? Bon, ce prix représente d'abord la reconnaissance de tout le travail des laïcs congolais et cette reconnaissance au niveau international. Et une ouverture de la Maison de la laïcité de Kinshasa à l'international, un appel aussi, un encouragement à tous ceux qui militent pour la laïcité au Congo et à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la laïcité. Donc ce prix nous a réconfortés et nous a donné plus de crédit. Alors, Dany Singoma, la constitution congolaise, depuis longtemps, prévoit le caractère laïque du Congo. C'est même un des rares États au monde à avoir inscrit le mot laïcité dans sa constitution. Mais est-ce que c'est un concept maîtrisé au Congo ? Non, le contexte laïcité n'est pas très maîtrisé, mais aussi prête à confusion, parce que la laïcité est citée dans deux sens. Ou le mot laïque, c'est le mot laïque qui porte confusion. Et quand on parle de laïcité, il y a toujours référence à ce mot laïque et qui est pris d'abord dans le sens le plus religieux du terme, parce que tous ceux qui ne sont pas directement au service, disons, du clergé, nécessairement, sont appelés des laïcs, donc des personnes qui se mettent au service d'une église, d'une communauté, et qui ne sont pas nécessairement engagées. Et par vocation, je ne sais pas comment je peux l'interpréter parce que ce n'est pas mon domaine, mais ceux qui sont de ces services-là sont appelés laïcs. Et nous, les laïcs, ça fait quand même la confusion parce qu'on ne sait pas faire la différence entre les deux. Mais en même temps, les laïcs religieux combattent les autres laïcs pour dire que ce sont des anti-dieux. Et une société très religiosisée comme celle du Congo, ça pose quand même problème parce que dès qu'on vous appelle un anti-dieu, c'est que vous êtes en déphasage avec la société et tous les maux qui arrivent, vous en êtes responsable. C'est encore une société très religieuse, très empreinte de religion, plus qu'avant ? Oui, hein, la religion devient comme un refuge et aussi un recours face à la misère, face à la guerre, face à toutes les conditions de vie. Les gens recourent à la religion comme lieu de ressources et aussi bon, des excuses aussi parce que alors on se confie à Dieu disant qu'il est peut-être le seul qui peut répondre à ce que les hommes ne savent pas offrir. Donc c'est ça qui est dans la conscience des gens et dans leur tête. Et c'est ce qui fait qu'au fil du temps, que ce soit les dirigeants politiques, ils envoient les gens vers la religion. Quand ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population, ils les renvoient à Dieu. Et c'est ça le problème de la société. Alors plus la misère s'accroît, plus les gens n'ont pas de solution à leurs problèmes, ils recourent à cet inconnu en espérant qu'ils y trouveront la solution. Alors il y a évidemment de ce fait-là, si je comprends bien, Dany Singoma, un immense paradoxe pour la paix sociale, c'est que d'une part, bon, l'État a inscrit le mot, mais sans l'expliciter, sans laisser une place non plus à la laïcité telle que vous l'entendez ou que les laïcs de la Maison de la laïcité de Kinshasa l'entendent. Et en même temps, l'État ne remplissant pas ses fonctions, cette même Maison de la laïcité doit les remplir. Planning familial, aide scolaire, vous faites tout et encore plus que ça d'ailleurs.
Oui, oui, les mots est inscrit dans la Constitution, tout simplement pour, il est utilisé pour la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire, pour la gestion du pays, l'Église ne participe pas à la gestion quotidienne du pays. Même si la conférence épiscopale congolaise pèse d'un poids immense. Oui, 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 c'est ça. Mais au moins, il y a un frein, et il y a quand même cette séparation. Alors, l'Église, quand elle veut s'impliquer dans la gestion du pays, elle est jugée comme opposition. Donc, c'est ce qui fait la différence. Mais en même temps, la Constitution ne parle pas seulement de la laïcité. L'article 1 de la Constitution stipule bien que le Congo était un État démocratique, social, uni, indivisible et laïque. Alors, mais il ne remplit pas cette fonction sociale et aussi la fonction laïque n'est pas remplie. Donc ce sont des mots, les 5 sur lesquels la maison de la laïcité fonde son combat. C'est que nous ne disons pas simplement que nous faisons notre combat pour la laïcité, mais nous faisons les combats pour tout ce qui est inscrit dans la Constitution qui sont des valeurs de la laïcité. Quel public fréquente ou fait appel au service de la maison de la laïcité de Kinshasa? Bon, en tout cas, c'est tout le public, des jeunes, des personnes de toutes catégories, sont le public de la maison de la laïcité, mais ils peuvent être catégorisés en associations. Donc nous pouvons dire que d'abord les associations, les acteurs, les militants associatifs, non confessionnels, les jeunes étudiants sont les publics phares de la maison de la laïcité. Mais il faut savoir que la maison de la laïcité, au-delà d'être une maison physique, elle est aussi une maison virtuelle, une maison active qui se déplace dans les quartiers. C'est que les actions de la maison de la laïcité sont exécutées aussi dans les quartiers populaires, les plus défavorisés de Kinshasa, où nous essayons de mettre en place des groupes de réflexion citoyens au niveau des quartiers et qui font vivre, qui, disons, expérimentent les valeurs de la laïcité, ils débattent sur ces valeurs, et ça fait un peu la continuité de la maison de la laïcité, bien qu'elle ne soit pas très physique dans les quartiers, mais au moins son rayonnement arrive dans les quartiers. Alors à la fois vous servez en quelque sorte de pansement à l'absence de l'État dans un certain nombre de ses missions, et en même temps, en créant la culture du débat, en allant dans les quartiers, vous pouvez aussi devenir suspect aux yeux de certains acteurs politiques. Bon, suspect, ben, pas vraiment, parce que les mouvements associatifs congolais ont beaucoup milité pour l'éveil de conscience et pour les débats démocratiques. Et nous continuons en nous affirmant comme INASBEL, une association sans but lucratif, comme une ONG. Nous avons cette vocation d'être avec au milieu de la population. Mais simplement, les messages ou les valeurs que nous véhiculons sont un peu contradictoires avec les autres. Ils ne sont pas, il n'y a pas une rupture toute faite, mais il y a un complément. Et ce complément est fondamental parce que nous amenons cette notion de la laïcité au-delà de tout. C'est que la société civile congolaise est habituée au débat, est habituée à promouvoir des discussions, de la liberté d'expression et autre chose, mais parfois ces débats tournent encore autour de cet état, disons, ou des recours à la religion, et nous nous mettons un peu un frein par rapport à ça, une rupture avec ce qui est comme une habitude et une culture au niveau du Congo, mais sans nous ne faisons pas la guerre à la religion, mais nous voulons que toutes les religions au niveau du Congo soient sur le même pied d'égalité. Donc il n'y a pas une religion qui doit être favorisée par rapport à l'autre et qui doit prendre de l'ascendance sur les autres. Parce que c'est ça aussi la tendance dans la société, bien que on parle de la religion, que c'était une société vraiment très religieuse, mais en même temps, il y a par exemple les catholiques qui veulent être au-dessus de tout le monde, les protestants veulent être au-dessus de tout le monde, les églises évangéliques, et ainsi de suite. Les musulmans sont relégués à la dernière position, sont jugés comme des personnes non fréquentables et tout ça. Alors nous essayons de créer au moins cet équilibre de la tolérance et de la même enseigne. Dans la mesure où vous avez connu un pays en grande difficulté et souffrance démocratique pendant des années, où l'état sanitaire de la population n'était pas garanti. On se souvient que les hôpitaux
public était dans un état assez incroyable et qu'il fallait beaucoup d'argent pour arriver à se faire soigner, dans la mesure où la scolarisation des jeunes était déficitaire et on a vu combien énormément de très jeunes enfants, adolescents courent dans les rues de la capitale et ailleurs. Quels sont vos moyens? On a l'impression que vous allez représenter, même pas rien que la Maison de la laïcité, mais toute la plateforme associative, la société civile, vous représentez une goutte d'eau face aux défis. Oui, c'est vrai. Nous ne disons pas que nous venons créer une nouvelle société, mais nous faisons réfléchir les gens sur ce qu'a été le Congo. Ça veut dire que ce que nous demandons n'est pas impossible, parce que le Congo l'a vécu. Et le Congo était considéré comme un des pays les plus prospères d'Afrique jusqu'à un certain moment, jusqu'aux années 82. Il y a beaucoup de facteurs internes et externes qui ont influencé la situation au Congo. Et nous faisons un peu recours à cette ancienne façon de vivre qui était au Congo. Et nous essayons de démontrer que, aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie qui pensent que la démocratie n'est pas la solution. Mais nous essayons de démontrer que la démocratie est la solution parce qu'elle permet aux gens de discuter, de comprendre, d'interroger, d'interpeller les dirigeants. Et les dirigeants peuvent ramener ce que la population demande. Et c'est ça que nous faisons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous remplaçons l'État parce que nous n'avons pas cette possibilité, mais nous voulons pousser l'État à remplir son devoir. Parce qu'il y a un discours qui est repris des Américains ou je ne sais pas quoi qui dit ne te demande pas ce que l'État doit faire pour toi, mais ce que tu dois faire pour l'État. Mais ça, c'est une fuite en avant des dirigeants politiques. Nous les élisons parce qu'ils ont un devoir vis-à-vis des citoyens et des citoyennes. Et c'est ça que nous faisons. Donc, réveiller la conscience des populations pour dire vous êtes dans un État qui vous doit. Et vous devez contribuer en suivant l'action publique, en participant aussi. Et nous avons notre façon de participer qui est d'accompagner l'État, mais l'État doit jouer le premier rôle et l'État nous doit cela. Et c'est cela l'éveil de conscience qui est promis par la Maison de la laïcité. Alors, bien sûr, on l'a dit, la question de la paix. La paix est une chose essentielle pour une fondation comme la Fondation Henri Lafontaine. Denis Ngoma, le Congo est toujours encore un pays en guerre sur certaines portions de son territoire, des influences extérieures, des groupes d'un certain nombre de, on va dire, seigneurs de guerre. Est-ce qu'on peut imaginer un Congo uni et en paix? On a l'impression que c'est un Congo morcelé qui va en sortir. Oui, le Congo a prouvé, les Congolais, disons, ont prouvé qu'ils pouvaient vivre en unité, bien que les pays soient déchirés, mais dans l'esprit des Congolais, ils sont dans un pays qui est uni. Et tout le monde se bat pour que le Congo reste un pays uni. Aujourd'hui, la guerre, elle n'est pas une guerre classique, c'est, comme vous l'avez dit, des seigneurs de guerre, par-ci, par-là, autour des zones de forte exploitation des ressources naturelles, notamment les minéraux, alimentés par des multinationales qui ont besoin de ces minéraux, mais qui veulent les acheter de façon, disons, dans le noir, et d'autres pays voisins qui ont besoin de ces ressources pour vivre, parce que des pays voisins qui mettent chez eux des raffineries de minéraux alors qu'ils n'en produisent pas. Alors, ils doivent alimenter les raffineries. Et c'est ça le problème que nous avons au niveau du Congo. Quelque part, nous disons que le Congo est victime de ses richesses, mais aussi il est victime de la mauvaise gouvernance du pays. Donc, tout cela doit se conjuguer, qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait une bonne relation avec nos voisins et que nos ressources nous servent effectivement. Même le peu qui sort dans la voie normale, ne sert pas nécessairement à la population congolaise. Et c'est drôle de voir que les détournements d'argent au niveau du Congo, les vols, la corruption, ce sont des millions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Et il y a un terme qui est utilisé, c'est le coulage des ressources, des recettes, et ça veut dire les recettes qui passent par des voies malpropres, qui représentent plus de 10 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. Le budget du Congo n'est même pas de 10 milliards, mais s'il y a 10 milliards qui peuvent s'évader, qui est reconnu comme tel,
Mais il y en a encore beaucoup dont on ne connaît pas la destination. Donc il y a beaucoup d'argent et si tout le monde se met à lutter ensemble, je pense que nous pouvons garantir que l'État joue effectivement son rôle et que la paix revienne. Dany Singoma, je l'ai dit, je le rappelais, vous présidez en fait une plateforme de la société civile, représentative de la société civile. De quoi se compose cette société civile, cette plateforme? En quoi est-elle représentative de la population congolaise? Bon, la plateforme, c'est la méga plateforme de la société civile qui regroupe les organisations de toutes les provinces, de toutes les 26 provinces, donc 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et ça fait déjà une représentativité énorme parce que c'est faire la cartographie de toutes les provinces, être représenté dans chaque province ou alors récupérer ceux qui sont dans chaque province, ça fait que nous avons quand même une vue globale de la société congolaise. Et le rôle principal de cette plateforme, c'est d'encourager effectivement la concertation entre les organisations, et le partage d'expériences entre les organisations et de porter les plaidoyers communs, mais aussi qui encourage le dialogue avec les institutions publiques. Donc, nous pensons que pour agir sur les institutions publiques, il faut dialoguer avec eux et en même temps faire pression sur eux. Mais il faut que nous mettons en position des dialogues structurels et non pas des dialogues en coulisses ou dans l'obscurité. Mais nous voulons vraiment que ça soit quelque chose de plus structuré et que le gouvernement sache qu'il peut dialoguer avec la société civile, écouter les revendications de la société civile et y répondre, et aussi associer la société civile à la définition et à la mise en œuvre de certaines politiques. Et c'est ça le rôle que nous jouons au niveau du cadre de concertation nationale de la société civile, qui est vraiment la concertation de presque toute la société civile. Comment se fait-il d'ailleurs qu'une société civile, qu'on devine, vous venez de le dire, fort diverse et avec des sensibilités philosophiques fort diverses, ait chargé le président de la Maison de la laïcité de Kinshasa de présider ces travaux? Oui, ça n'a pas été facile, de toutes les façons. Ça n'a pas été facile de présider aux destinées de cette méga plateforme. Mais nous privilégions un slogan où disons privilégions ce qui nous unit plutôt ce qui nous divise. Donc nous cherchons effectivement les dénominateurs communs dans toutes nos revendications et nous avons des points qui sont communs quand même entre les différentes organisations de la société civile et c'est cela que nous essayons de promouvoir. Par exemple, la question de la paix, elle est transversale, elle est commune et nous essayons tous de porter cette revendication de la même façon. Mais quand il s'agira d'autres choses, peut-être des sujets comme l'avortement, ça pose problème. Et là, ce ne sont pas des questions qui sont portées directement par les cadres de concertation. Mais ici, ce sont des questions plus générales et tout ça. La jeunesse au Congo, c'est remarquable, c'est à la fois tout un gisement potentiel énorme d'avenir, c'est aussi un fabuleux problème parce qu'il faut pouvoir subvenir aux besoins de cette jeunesse qui s'est beaucoup manifestée politiquement, s'est organisée en contestant un certain nombre de choses ou un certain nombre d'effets de génération. Qu'est-ce qu'elle dit de la laïcité, cette jeunesse? Oh, la jeunesse, bon, nous essayons de travailler sur la jeunesse, effectivement. Notre point d'ancrage de la jeunesse, ce sont les écoles primaires et secondaires. C'est là que nous essayons d'entrer pour déjà préparer cette opinion. Mais la floraison des écoles privées nous pose aussi problème parce que notre cible, ce sont les écoles publiques où nous pouvons déjà travailler avec des élèves. Mais aussi, les élèves des écoles publiques sont des élèves des classes sociales pas moyenne, mais en dessous parfois de la moyenne, que nous essayons d'encadrer tant bien ça. Mais il y a, d'autre part, c'est l'Église catholique qui vraiment encadre une grande partie de la jeunesse. Donc à partir des écoles, parce qu'avec beaucoup d'écoles catholiques, mais je veux d'abord vous dire que ces écoles, soi-disant catholiques ou protestantes, ne sont pas nécessairement les écoles catholiques ou protestantes. On les appelle des écoles conventionnées. Ça veut dire qu'il y a un contrat entre le gouvernement et les confessions religieuses pour la gestion de ces écoles. Bon, ils sont donnés comme ça, mais les églises y intègrent la religion.
Et il y a tout un des critères qu'ils mettent pour l'accompagnement ou pour la formation des jeunes. Et ils passent par cette moule, d'où une grande partie de la jeunesse qui est passée par des écoles soi-disant sérieuses. Ces écoles-là sont des écoles de religieux et les jeunes sont formatés. Donc avoir une catégorie de jeunes qui comprennent la laïcité dès le départ et qui défendent la laïcité, ça pose effectivement problème et ça donne vraiment du travail à faire. Mais les choses évoluent quand même. Il y a plus de débats, plus de besoins de recherche. Et les jeunes essayent de vivre le monde, de s'interroger et parfois recourent à la maison de la laïcité. Mais ce qui est là, que les églises évangéliques et les autres églises les préviennent déjà que la laïcité, attention, si vous allez, ce sont des anti-dieux, alors y aller, c'est lutter, c'est se mettre dans une position de lutte et parfois les jeunes ont du recul. Mais quand ils apprennent, quand ils arrivent, ils entrent en contact, ils comprennent qu'effectivement c'est un monde d'ouverture et qui laisse la place au débat et les libres examens et tout ça, ça permet quand même aux jeunes de s'interroger sur leur avenir. Mais parfois, au-delà de la maison de la laïcité, on ne trouve pas ces réponses ailleurs. Et c'est ce qui pose problème. Il y a eu des mouvements de jeunes, je songe à la Lucha et à d'autres, qui ont voulu prendre place dans le débat ou l'existence politique. Est-ce que vous avez l'ambition, en tant que laïc, de former une jeunesse plus émancipée qui prendrait sa place dans le champ politique? Oui, nous voulons, pas nécessairement modèle Lucha, bien que ce sont des jeunes très, très dynamiques et à qui nous devons beaucoup de respect par le travail qu'ils ont fait, mais ce n'est pas cette dimension que nous voulons pour la jeunesse. Parce que ce que nous voulons, c'est d'abord une jeunesse reposée, et en plus de cela, qui a le temps d'apprendre, d'assimiler, de s'interroger, mais qui n'agit pas simplement par, disons, par émotion. Et c'est ça qui est un problème. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, tout ce que nos amis de Lucha ont fait, qui est un combat très noble, mais c'était un combat circonstanciel. Je peux le permettre de dire comme ça, bien que ça a pris un certain temps, mais le leitmotiv principal, c'était le départ de Joseph Kabila et la libération de l'espace démocratique, mais dans une pensée que c'est Kabila qui bloquait cet espace et que son départ devait ouvrir la voie à la démocratie, au bien-être, au bonheur et tout ça. Mais Kabila est parti, aujourd'hui nous revivons cela, et les jeunes ont besoin de redéfinir leur stratégie d'action, et ça pose un problème parce que le temps passe, la redéfinition les fait retourner au mouvement associatif traditionnel. Or, c'était un mouvement d'expression des jeunes, il peut être à l'école ou pas à l'école, mais il n'était pas dans une forme classique d'organisation. Or, ce que nous sommes en train de former, c'est quand même une forme classique où les jeunes doivent avoir le temps de se reposer et de comprendre. Qu'ils soient dans une association ou pas, mais quand même, nous avons besoin d'une formation et d'un accompagnement continu. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'université citoyenne. Et cette université citoyenne, c'est effectivement pour que les jeunes aient le temps de suivre un cursus quelconque, court soit-il, mais quand même des modules qui permettent de former la personne et de le mettre dans un état d'interrogation par rapport à son avenir. Et c'est ça le rôle de la maison de la laïcité. Ça veut dire que nous ne faisons pas simplement de l'émotionnel, mais nous faisons quand même un travail de fond. Et nous aurions voulu quand même que les autres, Lucha et les autres jeunes, parce que ce n'est pas seulement Lucha, il y a une floraison des mouvements, ce qu'ils appellent mouvements citoyens. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et tous ces jeunes, nous essayons de les capter d'une manière ou d'une autre. Mais vous allez trouver aussi que la plupart de ces mouvements de jeunes se sont construits autour aussi des églises ou des responsables religieux qui les accompagnent, parce qu'ils ont eu, comme ils n'étaient pas reconnus officiellement comme association, mais quand même ils sont couverts par ces institutions ou par ces personnes et autre chose. Donc c'est ça un peu la différence. Et parfois c'est très difficile de les accompagner directement comme mouvement, mais au moins de susciter d'autres forces qui peuvent aller vers eux et essayer d'entrer en contact et tout ça. Donc c'est ça un peu le travail que nous faisons au niveau de la maison. Alors,
Vous le savez toutes et tous, on ne cesse de vous le répéter, aux côtés des travaux d'Henri Lafontaine et de l'action politique déterminée pour la paix, pour l'émancipation, pour le savoir. On a évoqué l'émancipation par le savoir. Il y a évidemment tout le combat pour les femmes qu'il a mené, entre autres, avec sa sœur, Léonie Lafontaine. Vous parliez de la question de l'avortement tout à l'heure, Dany Singoma. La place de la femme aujourd'hui au Congo, l'émancipation de la femme, qu'en est-il? Parce qu'il y a des femmes en politique, parce qu'il y a des femmes en visibilité. Ce n'est pas une femme invisible, la femme congolaise, mais en même temps, quel est son statut? Oui, la femme ne cesse de se battre. Je pense que le combat de la femme commence à être porté par les hommes aussi. Et tout le monde, ça devient un combat général, universel. Mais ça pose toujours problème parce que la société, il y a des cultures qui ne permettent pas vraiment la totale émancipation de la femme, mais aussi la religion aussi, quelque part, freine aussi parce qu'il y a certains principes qui sont émis par la religion qui ne permettent pas vraiment à la femme de jouer un rôle de premier plan. Et il y a ces courants vraiment religieux qui freinent la femme, notamment une fille qui naît au Congo, la première chose qu'on lui apprend, c'est qu'elle doit se préparer à être une épouse. Donc, toute la vie de la fille, qu'elle va à l'école, à l'université, partout, elle se comporte comme une épouse, digne pour que tout homme qui va la voir sache qu'il y a une épouse en préparation. Donc, c'est ça le drame, ça veut dire, pour une femme, le mariage constitue l'apothéose de toute sa vie, quoi. Et c'est ça qui devient un problème, parce que la vie ou le cheminement d'une femme peut être coupé simplement par les besoins ou la satisfaction d'obtenir un mariage, et non pas de se cultiver, d'être plus importante. Donc chercher, la scolarité, la culture, tout ça leur échappe à un moment ou à un autre. Oui, ou elles peuvent être là-dedans, dans la scolarité et tout. Les femmes à l'université, il y en a beaucoup, mais qu'elles soient dans n'importe quel niveau, les artistes les chantent, que l'honneur de la femme, c'est le mariage. Donc ça veut dire que c'est rentrer dans toute personne, tout parent. Son rêve, c'est de marier sa fille, et là, il sera aussi honoré dans la société et tout. Bon, ce qui n'est pas mal, mais c'est ça qui fonde un peu l'action et même la destinée de la femme. Donc elle est destinée au mariage et non à autre chose. Elle n'est pas destinée à être responsable du pays, à être et tout ça. Donc toute femme qui se bat, qui devient responsable dans une entreprise ou dans un parti politique, sort du lot. Et elle devient un objet de curiosité, d'émerveillement et tout ça, alors que ça devait se généraliser. Et c'est ça un peu aussi que nous essayons de faire au niveau de la maison de la laïcité, aussi de faire comprendre cette égalité homme-femme et tout ça, et que le combat de tout le monde devait être cette égalité. Bien sûr, ça passe par les gens, ça passe par des discriminations parfois positives en faveur de la femme, mais nous n'aimerons pas que ça soit ainsi, que ça devienne une culture, que ça coule de soi. Donc, c'est ça le problème que nous avons au Congo. Vous aviez donc évoqué l'IVG. Je sais que la Maison de la laïcité offre des consultations en planning familial et qu'il y a donc cette question qui vient sur la table. Alors, si vous sentiez déjà le souffre de manière générale à travers le mot laïque, on imagine que maintenant qu'on y rajoute le mot IVG au planning familial, c'est plus le souffre, c'est le diable. Oui. Le planning familial en soi ne pose pas problème. Mais c'est l'IVG qui vient poser problème. Et là, ça devient vraiment compliqué. Et il y a le protocole de Maputo sur les droits sexuels, de reproduction et tout ça des femmes. Mais il y a ce qui les bloque. On ne veut pas que ça évolue. Aujourd'hui, le Congo l'a reconnu, c'est publié dans les journaux officiels, mais il n'y a pas d'effort pour accompagner vraiment pas de structure. La société. Il n'y a pas de structures bien appropriées. Ce sont plus des structures privées et qui se mettent en place, et encore des structures des églises. Et on sait, alors le planning familial des églises va dans un sens, mais nous, ce que nous amenons, les casseling vraiment et tout, ça devient autre chose, ça devient innovant, mais en même temps, c'est ça, le diable dedans, parce que en même temps, au lieu de dire que nous faisons un travail pour les droits de la femme, que les droits de la femme soient respectés, mais ceux qui sont les négativistes, comme je ne sais pas quel terme je peux utiliser, renvoient à dire vous êtes en train d'encourager l'avortement. Donc
C'est comme si nous poussions les femmes. Chaque femme qui tombe enceinte, il faut qu'elle avorte. Donc c'est ça un peu qu'on essaie de véhiculer dans la société, au lieu de dire que l'avortement est un droit et que la personne peut user de son droit ou pas. Ça dépend de cette personne. Mais là, on essaie de nous ramener dans un autre champ et à nous taxer de certaines choses qui sont jugées comme de la dérive dans la société. Et nous essayons de démontrer que c'est un droit. Or, nous, notre rôle, effectivement, c'est de promouvoir tous les droits. Et c'est ça un peu qui fait la différence avec les autres, parce que les églises ont leur structure de planning familial, ils font ce qu'ils appellent l'éducation à la vie, l'éducation sexuelle et tout ça, mais c'est l'éducation à la vie. Donc, dans les écoles, les écoles conventionnelles catholiques, par exemple, il y a ces cours d'éducation à la vie. Et l'éducation à la vie, c'est la protection de la vie, et c'est tout, et démontrer déjà aux jeunes filles, dès le bas âge, de faire attention et que l'avortement est interdit, c'est un péché et tout. Donc, la fille grandit avec cette conscience et jusqu'à la fin de toute sa formation, et ça pose problème. Même en étant malade, des complications, autre chose, il y a des personnes qui préfèrent mourir que d'avorter parce qu'ils disent « je ne saurais pas faire quelque chose qui est contre la religion ou contre Dieu ». Alors qu'il faut dépasser effectivement cet état des choses. Donc nous essayons aussi de travailler vraiment avec les autres qui ne sont pas nécessairement de la maison de la laïcité pour former un courant quand même qui fait la promotion de ces protocoles de Maputo et que tout le monde sache qu'il y a des recours possibles d'interruption de la grossesse pour certaines circonstances ou selon la volonté de chacun parce que les libres examens aussi doivent dominer à un certain moment. Alors un dernier point encore, je l'évoquais, Henri Lafontaine, c'est une série de combats, ceux pour la connaissance et pour la culture. C'est ce fameux mundaneum, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'avec Hotelet, il a essayé de mettre sur pied et de développer. La culture d'un pays, c'est à la fois son action, son activité, les gens d'aujourd'hui, mais c'est aussi sa mémoire. Il y a un grand chantier qui est ouvert depuis quelque temps d'Anis Ngoma sur la restitution, ou le partage culturel des biens, ou le partage de la mémoire. Comment la laïcité congolaise s'inscrit-elle dans cette nécessaire mémoire, mais aussi une mémoire blessée, certains diront mémoire volée. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous préoccupez ? Oui, oui, nous nous préoccupons, et surtout dans les volets que vous avez évoqués, les partages des mémoires. Je pense que ça devait se fonder sur ces principes-là. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ici, au niveau de l'Europe, de la Belgique, il y a ces mouvements, ces vents de la restitution. L'écho qui parvient au Congo, c'est la restitution des œuvres d'art, pillées ou volées. Et après, il y a toute cette réflexion. Si le passé... Et on s'est dit, est-ce que ce sont simplement les œuvres d'art qui ont été volées, qui ont été pillées? Mais il y a beaucoup plus que les œuvres d'art. Déjà, nous faisons la promotion d'un film d'animation qui s'appelle Caoutchouc rouge, rouge coltan. Et par ce film, quand même, ça révèle la conscience de toute cette mémoire coloniale. Alors, nous saluons effectivement cette commission qui a été mise en place, sur la mémoire coloniale, sur le Congo et peut-être les autres pays aussi. Mais nous voulons aussi apporter que ça ne reste pas simplement au niveau de la Belgique, mais aussi la maison de laïcité, les membres de la maison commencent à réfléchir sur cette question du passé colonial. Et bon, chacun tire la couverture de son côté. Nous d'abord, nous ne voulons pas que ça ne reste que sur les œuvres d'art ou sur je ne sais pas quoi, mais que vraiment, on retrace le passé. Il y a beaucoup qui a été pillé au Congo, les minéraux, les ressources humaines, les ressources intellectuelles et tout ça. Mais il y a aussi ce que la Belgique a apporté dans toute la colonisation. Aujourd'hui, il est tabou de dire qu'il y avait très difficile, quelque ici chose, comme là-bas. Oui, qu'il y avait quelque chose dans la colonisation. Mais il faut partir de tout ça. Il y a tout un passé qui n'a pas été qui est mauvais. Et au Congo, les Belges, on l'appelle Noko. Noko, ça veut dire oncle. Donc, c'est un terme de respect aussi, mais de fraternité. C'est-à-dire que, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, mais ce sont nos oncles. Et un oncle joue plusieurs rôles. L'oncle, c'est une autorité, mais l'oncle, c'est un ami
l'oncle peut se fâcher, on peut se fâcher contre l'oncle. Donc, ça montre que aussi l'histoire entre le Congo et la Belgique, ça a été fait de tout, quoi, des hauts et des bas, des contradictions, d'amour, de haine, et tout ça. Donc, il faut reconstituer tout cela. Donc, il y a eu toute cette partie qui a dénoncé Lumumba. Ben, aux côtés de Lumumba aussi, il avait ses amis belges. Donc, tout ça, il a dénoncé ce qui n'allait pas, mais c'était le socle de ce passé entre le Congo et la Belgique, où il y a des dimensions pas humaines qui ont été plus exploitées qu'autre chose. Donc il nous faut reconstituer cette histoire, laver un peu ce qui n'était pas bon, mais récupérer ce qui peut nous aider à avancer. Il y a encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Congo est en train de reculer, plus qu'il y a 30 ans. Mais je pense qu'avec la Belgique, il y a tout à construire entre le mouvement laïque congolais, le mouvement laïque belge, entre les écoles publiques belges, il y a beaucoup d'œuvres que nous pouvons construire ensemble et faire le bonheur de ces deux peuples qui sont appelés toujours à vivre ensemble, si on peut se permettre de dire ainsi, parce que le passé de la Belgique demeure par des signes. Il y a des signes qui montrent qu'il y a eu tout un passé. Et le Congo n'a connu que la Belgique dans tous ces États entourés des pays francophones qui étaient plus liés à la France ou à autre chose. Bon, c'est ça notre passé, on ne peut pas l'oublier, mais il y a beaucoup de choses à construire, à reconstruire, à défaire et à expliquer aux gens, effectivement. Il faut qu'on s'explique sur ce qui s'est passé. Merci pour tout ceci, Dany Singoma. Merci évidemment à vous aussi de suivre régulièrement ces émissions de la chaire Henri Lafontaine sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en partager l'existence et à en partager les séquences. Et puis on se retrouve très vite pour une autre session. Merci, Dany. Merci beaucoup.